surtout dans le cadre de cette épidémie, est-ce qu'il y a eu place ou pas? Donc, il me serait très difficile de traiter le sujet en un quart d'heure, mais je vais essayer de faire vite et parler de l'essentiel. D'abord, une introduction, c'est pour dire que ça ne nécessite pas un appareil vraiment, on peut se contenter d'un appareil de moyenne gamme, surtout si on veut faire de l'écho pleuropulmonaire, à moins si on veut chercher vraiment des précisions au niveau de la plèvre, et plutôt de la plèvre, voilà, et dans ce cas, on nécessite des sons de haute fréquence de bonne qualité. Donc, la sémiologie pleuropulmonaire est basée, et l'écho pleuropulmonaire est basé surtout sur la sémiologie des artefacts. L'air était un ennemi, aujourd'hui est devenu un ami depuis quelques années, surtout avec toutes les avancées actuelles. Donc, cette imagerie des artefacts très importante et c'est l'analyse des artefacts qui va nous permettre de porter, de faire des diagnostics ou d'orienter vers des pathologies. La sémiologie pneumologique est une sémiologie qui est dynamique et il faut dire que la majorité des pathologies thoraciques touchent la ligne pleurale. Juste pour dire que rapidement, quel matériel, quelle sonde, donc je dis de moyenne gamme est largement suffisante pour faire des coupures pulmonaires. Pour les sondes, toutes les sondes se valent aussi bien l'abdominale, la sonde abdominale qu'on voit ici, ou bien la sonde linéaire, c'est une sonde de haute fréquence, ou bien même la sonde cardiaque, mais dans la majorité des cas, cette sonde est largement suffisante, c'est-à-dire la sonde abdominale. Bon, et juste pour dire que bon, l'examen se fait sur un patient décubitus dorsal le plus souvent. Et le poumon, comme vous savez, c'est un organe qui est très volumineux. Et on divise le poumon en trois zones. Il y a le sternum, il y a cette ligne parasternale, et après il y a la ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire postérieure. Et nous avons le mamelon ici, et après on va diviser en deux, en espace, plutôt en quadrant supérieur et quadrant inférieur. Ainsi, on délimite trois zones, la zone 1, la zone 2 et la zone 3. Ce qui est important, c'est tout ce qui est aérique, ça monte vers le haut. Si on veut dépister par exemple un pneumothorax, c'est à ce niveau qu'il faut le chercher, surtout à ce niveau. Là, la ligne axillaire et cette zone-là en bas et en arrière, on fait un décubitus latéral gauche, si on veut, ou droit, en fonction pour examiner ces zones, et postérieure et inférieure. Et c'est à ce niveau qu'on va chercher surtout les lésions de condensation, ou bien les fameuses lignes B qu'on va voir après et qui orientent vers une pathologie interstitielle. Là, c'est juste pour aller rapidement, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, un peu montrer une séquence d'un poumon normal. Parce que pour connaître le poumon pathologique, il faut reconnaître d'abord le poumon normal. Là, on pose la sonde en longitudinale, entre deux côtes. Et là, comme vous voyez, c'est une sonde abdominale. C'est une sonde de fréquence intermédiaire. Là, voilà, comme vous voyez là, on voit les deux cônes d'ombre, les côtes qui donnent des cônes d'ombre. Et là, on voit la plèvre qui est là. Et cette plèvre, comme vous constatez, elle bouge. Elle bouge, le fait qu'elle bouge, c'est-à-dire que les deux plèvres, aussi bien pariétales que viscérales, se frottent. Et ça lui permet d'éliminer déjà un pneumothorax. Il faut dire que le pneumothorax, c'est pas ça qu'on va chercher, surtout dans le cadre du Covid. Le pneumothorax, c'est une complication qui peut survenir chez des patients traumatisés ou bien lors des ruptures ou bien à l'occasion de complications importantes. Par contre, lorsqu'on est devant ce poumon normal, ce qu'on constate, c'est cette plèvre qui bouge et surtout ces lignes-là qui sont horizontales, qu'on appelle les lignes A et qui sont réparties à une distance équidistante, c'est-à-dire égale. Et ces lignes A, c'est des artefacts qui témoignent que ce poumon est vraiment aérique et il y a de l'air qui fait obstacle et on a ces artefacts, c'est-à-dire que nous sommes devant un poumon qui est bien aéré. D'accord? Et là, regardez, c'est cônes d'ombre et là, c'est ce qu'on appelle le site de chauve-souris. Alors,
Si on utilise une haute fréquence, regardez, pardon, là, c'est pas une haute fréquence, c'est plutôt toujours une sonde convexe. On voit le glissement et on voit ces lignes A, et là, c'est un aspect tout à fait normal. Là, c'est juste pour un peu, on passe au mode TM, c'est-à-dire on prend une séquence et on fait le pointeur ici et on va défiler les, 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 les images en temps mouvement et ça nous permet de voir de haut en bas. Là, c'est le derme, là, c'est l'hypoderme, ça, c'est les côtes, ça, c'est les muscles intercostaux et là, on voit la plèvre qui bouge. Voilà, vous constatez ce glissement qu'on voit ici, et ça donne l'aspect d'un aspect, on parle de signe de bord de mer. Là, c'est après, c'est stable. À un poumon tout à fait normal. Lorsqu'il y a une atteinte de l'air entre les deux et c'est bloqué, on ne va pas avoir une ligne qui est déchiquetée, qui a plutôt ce scintillement qui correspond au frottement, mais plutôt on va avoir une ligne horizontale comme celle-là, et on parle de code barre. Pour faire ça, on le voit en cas de pneumothorax. Donc, je passe à la partie des signes et enfin, dans la deuxième partie très importante qui parle des signes, des artefacts et particulièrement des lignes B. Les lignes B, c'est des lignes qui partent de la plèvre, c'est des artefacts, disons, c'est pathologique. Les lignes A, qu'on a vu tout à l'heure, c'est des artefacts physiologiques. Les lignes B, c'est des artefacts pathologiques. À quoi ils correspondent? Voilà, regardez cette ligne B. Cette ligne B, elle est là. C'est une fusée, c'est une artefact en comète qui part de la plèvre et va en profondeur, qui ne s'épuise pas et qui efface les lignes A. Ces lignes B, ils bougent aussi avec le mouvement, avec le frottement, avec le glissement. Donc, ils sont dynamiques. Et il faut toujours en position la sonde en longitudinal entre deux côtes et on va compter ces lignes B. Lorsque ça dépasse 3 lignes B, on parle de syndrome interstitiel. Mais il faut le chercher, ces 3 lignes B, non seulement dans une seule zone, mais dans 2 zones. C'est la raison pour laquelle il faut examiner toutes les zones, tous les quadrants. Bien. Donc, après, et ces lignes B qu'on va voir ici, là, vous voyez, c'est plusieurs lignes B qui partent de la plèvre. Il faut donc, au-delà de 3, on parle de syndrome interstitiel. Et qui dit syndrome interstitiel, il peut être d'origine cardiaque, un œdème du poumon, ou bien lésionnel par une atteinte des septa qui s'infiltrent en eau parce que l'échographie pleuropulmonaire, c'est avant tout, elle est basée sur le rapport eau-air. Lorsqu'il y a plein d'air, il y a un obstacle, on a des lignes A. Par contre, lorsque retenir de l'eau, on commence à avoir ces lignes B. Du poumon, soit une atteinte lésionnelle. Dans le cadre d'une infection, de l'anamnèse, de la clinique et de la biologie, et surtout la clinique qui est très très importante et qui reste toujours maîtresse, il faut toujours confronter aux signes échographiques. Donc là, c'est un syndrome interstitiel, on va vu c'est lignes B et qu'on cherche surtout dans les zones déclives et postérieures et inférieures, parce que c'est là c'est là où souvent on retrouve ces lésions dans les infections Covid. Et c'est une atteinte bilatérale, donc il y a une distribution. Non seulement on s'intéresse à ces lignes B, mais aussi après à cette plèvre qui devient épaisse, déchiquetée, voire il peut se fracturer, peut des fractures et parfois, et après,
Et là, après une certaine évolution, on peut commencer à voir, on peut commencer à voir des petites consolidations, voire des consolidations importantes qu'on peut voir à l'échographie, que vous allez voir sur le cas clinique, et après même, voire même une atteinte du poumon avec une hépatisation là où il n'y a plus d'air. Et après, on voit le poumon devient comme un organe et on peut voir même un bronchogramme. Là, c'est Madame Naïma qu'on a vu. Naïma, 70 ans, diabétique, et il a eu saturé à 90% et s'est présenté à une douleur plutôt une dyspnée modérée. Et c'est une patiente Covid. Je l'ai vu vers Genève et regardez sa plèvre qui est là déchiquetée, épaisse. Il y a même des ruptures là. Là, c'est juste un zoom sur une partie de la plèvre. Là, toujours Madame Naïma, sur les quadrants toujours latéral inférieur, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut chercher toujours ces lésions dans les quadrants postérieurs et inférieurs, mais on peut les trouver bien sûr ailleurs. On va parler aussi, est-ce que l'écho permet une quantification? Je pense que le scanner aujourd'hui, c'est la référence, c'est le gold standard. L'écho ne peut pas prendre la place de l'écho. Et le dépistage, avant tout, passe par la PCR et le scanner. L'écho, c'est un outil de plus qui pourrait bien sûr nous aider, surtout pendant des périodes d'épidémie, en cas d'afflux de malades, et dans le suivi qu'on va voir après. Donc, là, Madame Naïma, on voit aisément vers le GINEF, là, ces lésions, ces petites condensations, ces fusées postérieures qui ne s'épuisent pas, qui vont jusqu'à profondeur, qui sont compatibles avec des lésions pulmonaires type interstitielle et qui orientent très bien vers une atteinte interstitielle. Et dans notre contexte d'épidémie, et puisque l'atteinte est bilatérale, regardez encore toujours Madame Naïma, toujours cette ligne pleurale qui est déchiquetée, fracturée, encore des fusées, des libés en nombre suffisant. Et là, c'est le deuxième cas de M. Driss que j'ai vu aussi à la clinique, 56 ans, tout fébrile. Et regardez la saturation, il n'est pas vraiment très basse. Et parfois, il y a, avant même la désaturation, même l'aggravation, on commence à voir ces signes cliniques qu'on voit de voir. C'est pour dire que l'écho vers le J7, J5, J6, ça peut être intéressant, surtout chez des malades qu'on peut voir au début avec une clinique qui est pauvre, d'autant plus que le Covid n'arrête pas de nous étonner avec toutes les symptomatologies parfois trompeuses, particulièrement digestives, neurologiques et autres. Donc, c'est dire, et même la PCR, comme vous savez, il y a des faux négatifs avec la PCR dans un pourcentage non négligeable, donc, et parfois dans des zones reculées où il n'y a pas accès à un scanner. Donc, pourquoi pas revoir le patient s'il est des signes cliniques ou pas vers le 6e, 7e jour. Là, on commence à voir ces signes et qui peut un peu changer le discours et orienter les malades vers les structures appropriées et demander des scanners, surtout s'il y a de la fièvre et une toux. Bien là, Driss, encore, regardez toujours les côtes, la plèvre, et là, une petite condensation, et on voit la plèvre à ce niveau, et là, une libée. Driss, encore une fois, donc voilà les lignes B, voilà, là, il faut dire que lorsqu'on constate une seule ligne A dans un espace intercostal, ce n'est pas inquiétant. Mais s'il y a plus de 3, il faut examiner de deux côtés, il faut qu'il y ait une redistribution bilatérale pour vraiment parler de pathologie. Alors, pour mon pathologie, là, on va voir un peu d'autres diagnostics et voir un peu d'autres cas cliniques. Là, c'est Ahmed, 54 ans, fièvre à 39. Je vais passer vite parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment de temps. Donc, juste là, je vois, c'est une sonde linéaire. Vous avez vu, là, je vais revenir un petit peu en arrière. Je ne sais pas si vous arrivez à me voir, mais là, je vois la côte, je vois la plèvre qui est là. Il y a un syndrome qui est discret là, mais là, on commence à voir quelque chose qui ne va pas. Il y a une fracture. Regardez, il y a de l'air. Si on revient un petit peu en arrière, ça marche? Oui, voilà. Regardez là, à ce niveau, il y a du poumon, il y a même de l'air. Il y a une petite condensation qui est assez importante. Donc là, j'ai mis de l'autre côté,
est-ce qu'il y a une atteinte de l'autre côté, voire de part et d'autre. L'atteinte, lorsqu'il est unilatérale dans le contexte féminin, ce n'est pas toujours Covid, ça peut être aussi une pneumopathie tout court. J'ai oublié de dire qu'on peut rechercher aussi des pleurésies. La pleurésie c'est plutôt des épanchements pleuraux qu'on peut voir dans les espaces, surtout costodiaphragmatiques. Et ces pleurésies, ils ne sont pas très fréquents, ils sont très rares dans Covid. Ça, c'est pour information. Ce qui est important, c'est les lignes B et les condensations qu'on voit aussi bien au scanner qu'on pourrait voir également à l'échographie et qu'on peut suivre l'évolution. Là, c'est toujours le même patient, Ahmed. On voit cette plèvre et là, regardez la plèvre qui se fracture et voyez ce foyer de condensation. D'accord, là, et on voit ces lignes B. Donc, si je vous montrer une atteinte, lorsqu'il y a un poumon comme ça, il est pathologique. Donc, il faut bien sûr passer rapidement, donc chercher ce qui est derrière. Bien. Alors, Fatima, là, c'est un cas de diagnostic différentiel. Fatima, il a 70 ans, il se présente pour dyspnée aiguë, avec tachycardie, il a des antécédents cardiaques, en particulier une HTA, et il a observé des œdèmes de membre inférieur. Voilà son écho. Alors là, comme vous remarquez, je vais m'arrêter sur la vidéo là, et vous voyez plein de lignes B. Et ça, c'est le poumon droit. Vous avez. Et le côté gauche, on a la même chose, plein de lignes B, et on a une distribution même vers le haut. Regardez ces lignes B. Alors là, on a vu la rate, là, voilà. Donc, il y a plein de lignes B de perte. Donc, nous sommes devant un syndrome interstitiel dans un contexte de cardiopathie. Et la première des choses, bien sûr, c'est se demander les antécédents. J'ai balayé le côté droit, j'ai constaté cet aspect de foie cardiaque, comme vous avez vu là. Je reviens, ces vessies qui sont bien vues, dilatées, et cette pleurésie du côté droit. Et même là, lorsque je fais un temps mouvement sur la veine cave, on constate que la veine cave, ben, il reste, enfin, il n'y a pas de variation de diamètre, il n'y a pas de modulation respiratoire qui témoigne d'un problème de surcharge. En fait, il avait en plus une atteinte cardiaque qui commence un petit peu à devenir globale. Alors, cette femme, alors, devant cet aspect-là qu'on vient de voir, donc on pense à syndrome interstitiel. Et bien sûr, là, il faut penser à l'œdème aigu du poumon. Et effectivement, c'était un œdème du poumon, c'était un œdème du poumon. Et bien sûr, l'écho, dans ce cas, on peut bien sûr, on met un expert, la coupler à l'écho cardiaque pour chercher encore des signes cardiaques ou bien des épanchements péricardiques, des problèmes au niveau du cœur. Mais déjà, lorsqu'on constate ce syndrome interstitiel avec des plaisirs et dans ce contexte clinique, ça nous permet de penser rapidement à l'œdème aigu. Encore une fois, juste pour montrer la pleurésie. Voilà. Et là, et pour finir, pour parler encore un cas de diagnostic différentiel, ben Saïda, qui est suivi pour faire display d'effort depuis plusieurs mois, elle est déjà connue dyspnéique, et puis donc elle est déjà suivie. Et voilà, et lorsqu'elle est venue, j'ai fait son écho, voilà ce que je constate. Là, j'ai utilisé le son de haute fréquence. Qu'est-ce que vous voyez là? Voilà, vous voyez cette plèvre qui est cassée. Il y a un syndrome interstitiel. Là, je passe à la haute fréquence et je fais une rotation 90 pour suivre le poumon. Et vous voyez qu'il y a plein de lignes B et disons, d'une plèvre qui est anormale. C'est là, c'était une fibre, le scanner était déjà fait depuis longtemps, donc c'est l'intérêt de chercher les antécédents, voir les examens qui étaient faits et qui montraient un syndrome interstitiel. Et là, c'est une fibrose, une fibrose pulmonaire secondaire, bien sûr, à sa maladie. Voilà, je vous remercie, mais avant de vous quitter, juste pour dire que, en conclusion, que la TDM et l'examen de référence et l'échographie ne cherchent pas à la remplacer. Le dépistage se fait par PCR et par TDM, tout en sachant qu'il y a des limites de PCR
et la TD n'est pas toujours accessible, mais le dépistage se fait surtout par ces deux examens. Toutefois, en cas d'épidémie, l'échographie permet de faire un triage, peut permettre de faire le triage et d'orienter les malades, surtout s'il y a un afflux important et surtout s'il y a la TDM n'est pas accessible en attendant de trouver les solutions. Le suivi des lésions peut être fait par l'écho et on a constaté ça à la clinique, certaines lésions, voilà, qu'on a vu tout à l'heure, avec le temps, ils s'amélioraient. Et on a même d'une amélioration radiologique avant même la négativation de la PCR. Enfin, il ne faut pas oublier les diagnostics différentiels et on n'oublie jamais la clinique reste maîtresse et toute interprétation se fait tout en, bien sûr, en confrontant la clinique avant tout, la biologie. Et je vous remercie.